Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 22e et dernier sniff épisode de la saison 5 de Tranche de couple. Épisode que nous avons choisi d'intituler Summer Body. Évidemment, on est le 23 juillet, c'est tout à fait logique. Alors, bon, désolé, on est un petit peu tard dans notre publication du podcast, mais bon, c'est les vacances, vous l'aurez compris. Et du coup, voilà, on s'est laissé un petit peu prendre par le temps. Mais néanmoins, on est content de vous proposer ce dernier épisode de notre saison. Et on vous remercie d'être toujours à l'écoute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visible et nous encourager à continuer à vous proposer ce podcast. Et on commence tout de suite avec la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, tu nous fais un point sur, naturellement, les législatives. Eh bien oui, parce qu'on vous a laissé à la fin de notre épisode 21 sur les résultats du premier tour des élections législatives. Et on vous avait promis de revenir vers vous pour les résultats du second tour qui on n'a pas été déçus le 7 juillet dernier. Et on n'a effectivement pas vraiment été déçus. Alors, première chose, c'est tout de même des résultats qui sont arrivés comme une forme de grande surprise, puisque on vous a laissé à la fin de notre épisode 21 avec un certain nombre de doutes, notamment sur la possibilité d'une vague du Rassemblement national sur l'Assemblée. Certaines enquêtes, études d'opinion, sondages, comme on dit, donnaient le Rassemblement national à près de 350 sièges, ce qui était, il y a quelques législatures en arrière, encore quelque chose de normal pour le parti qui gagnait, mais 350 sièges pour le parti d'extrême droite, et ça aurait été tout de même un choc, je pense, pour un certain nombre de gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans l'entre-deux tours, vous l'aurez sans doute suivi, nous avons eu cette campagne de désistement, de barrage républicain, dit républicain, pour faire barrage au Rassemblement national. Alors, c'est une campagne qui a été un peu confuse, comme beaucoup de choses qui ont eu lieu pendant ces élections législatives, puisque certains partis ont immédiatement appelé à faire barrage à leurs candidats, d'autres ont mis un peu plus de temps. Donc effectivement, notamment les partis de gauche ont assez rapidement, on vous en avait peut-être très brièvement parlé dans notre épisode précédent parce qu'on l'a enregistré le lendemain des résultats du deuxième tour, mais les partis de gauche avaient à ce moment-là appelé à faire barrage. Les partis centristes, en tout cas, ont mis un peu plus de temps. Certains, il y a clairement une division entre le ni LFI, ni le Rassemblement national, et puis ceux qui disent qu'il faut de toute façon faire barrage dans les deux cas. À titre personnel, je pense qu'il aurait fallu faire barrage de toute façon au Rassemblement national, quoi qu'il arrive. Mais voilà, ça c'est une information tout à fait personnelle. J'ai une réputation à tenir en plus dans ma belle famille, donc ça tombe bien qu'on soit chez eux en ce moment. Ces arrangements, ce barrage, ont mené au retrait de plus de 215 candidats. En réalité, dans 215 circonscriptions, des candidats se sont désistés en raison de la présence du Rassemblement national au second tour, en première ou en deuxième position. Et sur ces 215 circonscriptions, le Rassemblement national a gagné dans 42, mais il a été battu dans 173 d'entre elles. Ce qui est, comme le dit Gaël Slimane, président de l'Institut de sondage Odoxa, ces désistements ont été redoutables d'une efficacité absolue, et au soir du premier tour, il y avait un grand vainqueur, le Rassemblement national, qui pouvait espérer au pire une majorité relative, au mieux une majorité absolue avec ses alliés ciotistes. 300 triangulaires qui appliquaient le RN. Ces désistements républicains ont donc tout changé, effectivement, puisque ça nous amène maintenant au résultat de ces élections. Nous avons donc une Assemblée nationale qui, depuis le 7 juillet, comprend 193 élus du Nouveau Front populaire et de ses alliés, 164 du centre, 25 divers droites, 39 des Républicains et seulement 143 du Rassemblement national et de ses alliés, dont seulement 126 du Rassemblement national en soi. Les alliés étant essentiellement à droite, le nouveau parti ou micro-parti, enfin on ne sait pas trop comment ça s'appelle, mais on vous avait laissé dans tout ce drama absolu avec LR qui a donc 16 élus dans cette assemblée. Alors ça reste une augmentation
considérable pour le Rassemblement national, puisqu'ils ont augmenté quasiment de 50% le nombre de leurs députés. Ils sont passés de 88 députés à 126. On a donc quasiment 40 députés en plus. Cependant, par rapport à la vague, comme le disait justement Gaël Sliman, la vague qui était attendue, on est quand même sur une vraie réussite. Alors l'autre grande surprise de cette soirée, ça a été naturellement la victoire, je le mets entre guillemets, du nouveau Front populaire, puisque le nouveau Front populaire est arrivé en tête en nombre de voix. L'alliance des groupes, en tout cas formant le nouveau Front populaire, est arrivée en tête du nombre d'élus avec 193. Cependant, il se retrouve dans la même situation que le parti de Macron depuis 2022, c'est-à-dire une majorité relative, et une majorité même très relative par rapport à l'Assemblée sortante, où au moins le parti présidentiel et ses alliés pouvaient compter sur 250 candidats. Aujourd'hui, c'est un peu comme disait le général, puisqu'on aime bien le citer, paraît-il, la chienlit. Alors pourquoi la chienlit ? Parce que nous sommes passés en France au cours des dernières législatures en moyenne 4, 5, parfois 6 groupes, mais plutôt autour de 4 ou 5 dans l'Assemblée nationale, à 10 groupes en 2022 et 11 groupes en 2024. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale est de plus en plus fragmentée. À une époque, tout le début de la Ve République, l'objectif c'était de donner à un parti une prime majoritaire. Il n'y avait que 2 ou 3 partis qui pouvaient potentiellement y prétendre. Et donc les choses étaient assez simples. En fonction des élections, les gens votaient à droite ou ils votaient à gauche. Aujourd'hui, il y a énormément plus de partis. Donc il y a 11 groupes, ce qui fait 11 chances de plus de fragmenter l'Assemblée et la nécessité de se mettre d'accord entre les différents groupes existants pour trouver des solutions. Alors, c'est pas ce qui était prévu dans la Constitution actuelle, c'est pas ce qui est c'était pas l'idée du général de Gaulle et de ceux qui ont rédigé la Constitution de la Ve République. Donc, il va falloir apprendre désormais pour l'Assemblée nationale à gouverner d'une façon tout à fait différente. Et à ce sujet, on pourrait d'ailleurs faire un mini-point belgitude puisqu'on en parle. Et donc, on peut aller voir auprès de nos amis belges qui nous ont fait d'ailleurs dans un édito du soir paru après les résultats du second tour, un petit tutoriel à l'usage des gouvernements de coalition pour nos amis français. Vous savez que la Belgique est un pays qui utilise énormément les gouvernements de coalition. Alors la première chose que cet éditorialiste, Bernard Demonty, nous propose, c'est de rester zen. Sachez qu'au début, personne ne voudra gouverner ensemble. En campagne, vous l'avez vu, ils se sont copieusement insultés, détestés, ont prononcé des jamais, des c'est eux ou nous tellement définitifs. Cela ne doit pas vous effrayer. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est exactement ce dans quoi on est depuis 2 semaines. Et sachez qu'en général, c'est ce qui est vrai le samedi avant l'élection ne l'est plus le lundi d'après. Alors on n'en est pas exactement là, mais rappelons-nous que la Belgique, c'est 581 jours record sans gouvernement fédéral. Deuxième conseil, commencez petit. On sait votre tendance à la grandiloquence. Paf, prends ça les Français. Mais on ne devient pas belge du premier coup. Idéalement, commencer par de petites coalitions, genre 2 ou 3 partis. Du coup, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là avec la coalition centriste, et puis le nouveau Front populaire, par exemple. Le record du monde que détient la Belgique est fixé à 7 partis différents, mais ça pose d'autres problèmes. Ah oui, à ce sujet, vous possédez un fameux atout que nous n'avons pas. Vous ne devez pas avoir de flamands dans votre gouvernement. Ça devrait vous faciliter le travail. Troisième chose, trouvez un château. Ça, on n'en manque pas de château. Pour donner à votre coalition toutes les chances, formez-la plutôt dans un château. Ça fait genre. Nous vous prêterons volontiers le Val-Duchesse ou le Stuyvenberg. Mais nous ne doutons pas que vous pourriez trouver un plus beau près de Paris, à moins de pousser jusqu'à la Loire. Et autre point important, comptez les jours. Il n'y a pas de bonne coalition sans dramatisation. Quand les discussions traînent un peu trop, apprenez à compter les jours ou demandez à la presse de le faire. Vous pouvez monter au moins jusqu'à 581. Ça fait un peu peur au début, mais ça finit toujours par s'arranger. Last but not least, trouvez un arbitre. Enfin, c'est sûrement le point le plus délicat pour rapprocher les points de vue. Nous possédons une sorte d'arbitre, on appelle ça le roi. Alors en France, je fais une petite aparté, on les a plutôt décapités, donc ça va être compliqué. On a un petit roi républicain quand même. On a un petit roi républicain, mais justement, il a été un peu trop présent et il nous a un petit peu foutu dans la chienlit lui aussi. Donc, voilà, on a quelques indices de la part de nos amis belges pour la suite. J'espère qu'on va pouvoir en utiliser l'un ou l'autre pour avancer. En tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite. Alors, peut-être un rapide retour avant de laisser la parole à Max pour le deuxième sujet, ou les deuxièmes sujets, parce qu'il y en a plusieurs brûlants d'actualité,
sur ce qui s'est passé depuis les élections. Donc, ensuite, à la suite des élections, il y a ensuite les élections internes à l'Assemblée nationale qui n'ont pas été sans drama, là encore, avec l'élection à la tête à la présidence de l'Assemblée nationale, la réélection de Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, aux grandes dames de tous les partis qui ont dénoncé une collusion entre Ensemble et les Républicains pour la mettre à la tête de l'Assemblée. Bon, en tout cas, de fait, elle a été élue démocratiquement. Et puis naturellement, toujours d'autres petits dramas. Alors, on a les vice-présidences qui, on a 2 vice-présidences pour le centre, 2 vice-présidences pour la France insoumise et 2 vice-présidences pour les Républicains. Le Rassemblement national s'est habilement retiré d'un certain nombre d'élections pour se faire oublier jusqu'en 2027. On y reviendra peut-être dans un futur podcast, mais ça fait partie des choses qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui on a un Rassemblement national qui fait tout pour se faire oublier, pour mieux revenir en force dans 3 ans. Les questures, qui sont des postes importants, notamment pour les questions de budget, puisque c'est toute la gestion du budget de l'Assemblée nationale, 1 pour le centre, 1 pour les Républicains, 1 pour le Parti socialiste, et puis les secrétaires, et c'est là que il y a eu certains députés sont partis, on a déjà vu ça d'ailleurs en 2022, un peu trop tôt se coucher, et donc le nouveau Front populaire a fait une razzia sur les secrétaires, puisque 9 secrétaires sur 12 font partie du Front populaire, 2 du petit parti, du petit groupe des Lyot, et puis une seule seulement du groupe Horizon, donc du groupe centriste, contre tout de même 7 dans la précédente législature. Voilà, c'est un petit point sur là où on en est aujourd'hui. Alors, Emmanuel Macron a suggéré une trêve olympique pour les élections et puis la formation de gouvernement, sous-entendant qu'il ne nommerait pas un nouveau Premier ministre avant la fin des Jeux olympiques, afin d'apporter une forme de stabilité après la chienlit qu'il nous a mis. Et donc on aura encore quelques semaines de tranquillité jusqu'à ce que les Jeux olympiques soient terminés et puis que nous passions à un nouveau chapitre et on l'espère à un nouveau gouvernement de gauche, de droite, du centre, on en sait encore. Mais un gouvernement, ça serait bien. Oui, c'est ça. Après, voilà, souvenons-nous de ce que nous disent les Belges. Soyons patients. Merci beaucoup, Guillaume. Eh ben de rien, et je propose qu'on aborde la deuxième volet pas moins touffu, n'est-ce pas, de notre point actu, avec toutes les actus qui se sont passées aux États-Unis, et du drama, il y en a. Eh oui, effectivement, on ne manque pas de sujets à aborder, s'agissant principalement de la campagne présidentielle américaine, mais avec, vous verrez, quelques petits sujets connexes. Et puis cette élection, vous le savez, elle a un très fort enjeu, puisqu'il s'agit de savoir si Donald Trump reviendra au pouvoir ou non en janvier 2025. Malheureusement, c'est comme ça que ça se présente. Et vous le savez, la dernière fois, ça s'est plutôt mal terminé. Et il y a quand même des chances que ça finisse très très mal si Donald Trump était réélu. Voilà. Je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de projet 2025, mais certainement un sujet qu'on abordera après lui. Si le podcast se poursuit à la rentrée, on ne manquera pas de vous en parler. Alors on commence d'abord par les actus de Donald Trump. Alors la première, c'est que la Cour suprême, vous vous souvenez, lors de notre dernier épisode, on vous avait dit que la Cour suprême devait rendre son jugement le jour où on enregistrait notre podcast. Et donc finalement, elle a rendu son jugement sur cet argument principal utilisé par Donald Trump concernant les différents procès qui lui ont été faits, à savoir l'idée qu'il avait une immunité présidentielle et donc finalement qu'il était au-dessus des lois qu'il était accusé d'avoir violées. Et de manière surprenante, en fait pas vraiment, parce que cette cour composée à majorité de juges républicains a montré qu'elle n'était pas vraiment au-dessus de la politique, mais qu'elle était quand même assez, biaisée, partisane. Eh bien, elle a confirmé une interprétation assez large de l'immunité présidentielle. Alors pour tous les actes officiels, donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller tuer des gens, pas de problème. Tu as une immunité présidentielle. Mais également, alors pour les actes purement personnels, non, il n'y a pas d'immunité présidentielle, mais elle a laissé une zone grise qui est assez large au milieu, en disant que il faudrait démontrer si les actes ont été délibérément pour des raisons personnelles. Et en fait, tous les observateurs sont d'accord pour dire que ce sera impossible dans les faits de prouver l'intention ou le délibéré, enfin le fait que ce soit délibéré. Et donc finalement, ça donne une immunité présidentielle qui est
extrêmement large et dont naturellement Donald Trump va pouvoir se prévaloir. Et l'impact n'est pas du tout négligeable. Et il a été, dans la foulée, on en a vu les effets, puisque la juge de Floride, la juge Cannon, qui avait été nommée par Trump, elle a décidé d'annuler les poursuites à l'encontre de Donald Trump sur les documents classifiés qu'il avait conservés illégalement en vertu de l'acte sur l'espionnage. Vous vous souvenez, vous en avez fait un petit point dans un épisode cette saison, en vous expliquant que ce qui était reproché à Donald Trump, c'était très grave au regard de la loi américaine. Il avait conservé des documents très secrets, il les avait montrés à des gens qui n'étaient pas habilités, et il avait refusé de les rendre. Mais également, Donald Trump a utilisé cette décision de la Cour suprême pour demander, finalement, dans tous les procès auxquels il fait face, et vous savez qu'il y en a un certain nombre, eh bien, d'annuler les poursuites à son encontre. Et même lorsque les jugements ont déjà été pris, par exemple à New York, où il avait, vous le savez, été reconnu comme coupable dans l'affaire Stormy Daniels, il a demandé à ce que finalement le juge annule le procès. Et le juge qui devait rendre son jugement le 11 juillet a annoncé qu'il reporterait sa décision à l'automne, certainement qu'il doit aussi se prononcer sur la demande des avocats de Donald Trump. Et donc, au global, la poursuite des autres procès semble désormais tout à fait incertaine. Et surtout, maintenant on est en juillet, les procès au mieux reprendront en septembre ou en octobre. Donc, il est tout à fait improbable que ces procès puissent se tenir et être terminés avant janvier l'année prochaine. Donc, naturellement, Donald Trump compte là-dessus, puisqu'on sait qu'il cherche l'immunité en étant réélu comme président. Alors, un autre développement tout à fait important, c'est que Donald Trump a failli être assassiné durant un meeting qu'il a tenu le 23 juillet dernier par un sniper. Alors, le sniper a réussi à toucher l'oreille droite de Trump. Techniquement, il n'a pas touché l'oreille droite. C'est l'impact de la balle qui est passé très, 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 très près qui lui a effrité le bord de l'oreille. Voilà. Et donc, on peut quand même, pour finir, dire que y a quand même un supporter de Donald Trump et plusieurs donc un supporter qui est mort et plusieurs supporters qui ont été blessés. Effectivement, Donald Trump, on a vu les clichés juste après, puisque les services secrets, naturellement, se sont jetés sur lui pour le protéger. Il a levé le poing en l'air et il avait du sang sur la joue droite. Donc, c'est vraiment une image de guerrier très, très, très en vigueur. Et on n'a pas eu trop de détails, en fait, sur son état de santé. Ce qu'on a juste vu, c'est effectivement un bandage sur l'oreille droite. Alors, visiblement, le culte de Donald Trump est assez élevé, puisqu'on a vu un certain nombre de supporters se mettre un bandage sur l'oreille droite. Vous voyez quand même jusqu'où on arrive. Et naturellement, cette tentative d'assassinat a renforcé l'aura de Donald Trump, surtout dans un contexte où Biden, lui, à l'opposé, est très affaibli, et donc le contraste était saisissant. Et puis, cette affaire a mis les services secrets américains dans la tourmente. Et vous le savez, les services secrets américains, ils sont naturellement sous la coupe du gouvernement en place. Et donc, toutes les rumeurs selon lesquelles peut-être que l'administration n'aurait pas suffisamment mis de moyens pour protéger Donald Trump, ce qui est quand même une aberration, puisque Donald Trump est quand même un ancien président américain, donc à ce titre, il bénéficie d'une protection en permanence des services secrets américains. Et par ailleurs, en tant que candidat républicain à la présidentielle, en fait, il est de facto aussi protégé par les services secrets américains, puisque c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Donc, une enquête parlementaire est en cours et la chef de l'agence des services secrets est sur la sellette. Alors, le dernier développement du côté de Donald Trump, c'est qu'effectivement, il a reçu l'adoubement, la validation de sa candidature pour être formellement le candidat du Parti républicain lors de la convention républicaine, et qu'il a également choisi un vice-président, puisque aux États-Unis, vous savez qu'on élit ce qu'on appelle un ticket, c'est-à-dire on élit un vice-président et un président ensemble. Et donc, il a choisi James David Vance, J.D. Vance. Né le 2 août 1984 à Middleton dans l'Ohio, il est avocat, capital risqueur, écrivain et homme politique, naturellement membre du Parti républicain. Il est pour l'instant sénateur du grand État de l'Ohio. Voilà, il a l'avantage d'avoir servi en Irak. Et il a 39 ans.
il a 39 ans, très très jeune, au regard de l'âge de Donald Trump. Hein. Effectivement, c'est un représentant du succès de l'American Dream, du Midwest, du Midwest aussi, qui a réussi dans la Silicon Valley, donc un gagnant qui correspond bien à Make America Great Again. Donald Trump. Alors c'est marrant parce que initialement, en fait, Vance était plutôt critique à l'égard de Donald Trump, mais il a tourné sa veste. Et certains aujourd'hui, puisqu'on a commencé à le voir dans des meetings, certains commencent aujourd'hui à se demander si ils n'ont pas fait une erreur, ou si Donald Trump n'a pas fait une erreur. Et on a même, j'ai lu des critiques selon lesquelles Vance serait peut-être le Palin de McCain. Vous vous souvenez, Sarah Palin, qui avait été une colistière très très mauvaise, qui finalement avait malheureusement contribué à ce que John McCain ne remporte pas les élections. Alors pour vous donner un exemple, sur Fox, il a été interviewé et il a dit, pour critiquer Kamala Harris, il a dit que les femmes qui n'avaient pas d'enfants comme elle, et donc qui avaient des chats, étaient des femmes misérables dans leur vie, qui sont complètement déconnectés de la vie réelle. Alors vous imaginez que quand même un candidat pour être vice-président des États-Unis, qui globalement dit que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont misérables, on peut s'imaginer que ça va ne lui apporter que des ennuis et que ça ne peut pas être accepté par n'importe qui. Donc visiblement, ça va probablement aider à renforcer ceux qui vont voter contre Trump et Vance. Voilà pour l'actualité donc de Donald. Maintenant, on passe à l'actualité autour du Parti démocrate. Alors on s'est dit, tout ce que je vous ai raconté, ça fait quand même pas mal de news. On se disait ça, c'est vraiment les activités, les actualités principales. Mais Hold my beer. Comme vous ne vivez pas sur une île déserte, vous savez que le vrai tsunami, il vient du côté des démocrates. Il date d'il y a 2 jours à peine. Vous le savez, Biden était en très mauvaise posture après un débat contre Donald Trump où finalement ce qui en était ressorti, c'était la faiblesse physique et mentale de Joe Biden. Il avait été très mauvais et tout le monde s'était accordé pour le dire. Même si Donald Trump avait raconté à nouveau plein de salades, on avait vu la différence de vigueur entre les deux, même s'ils n'ont que 3 ans d'écart, on peut quand même le dire. Et dans un premier temps, Joe Biden avait affiché sa détermination à rester, vraiment un peu... Il avait un peu remonté la pente, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a eu le sommet de l'OTAN qui s'est passé plutôt bien. C'était un test important pour Joe Biden. Mais il a quand même fait 2 grosses gaffes. En parlant, il avait Zelensky à côté de lui, le président ukrainien. Et au moment de finir son speech, il dit et on peut remercier le président Poutine pour tout ce qu'il a fait pour sauver l'Ukraine. Donc vous imaginez bien quand même que parler de Poutine à la place de Zelensky, ça fait quand même mal. Et puis pas fini. C'est pas fini parce que pour parler de sa vice-présidente, il a parlé de Trump au lieu de Kamala Harris. Alors là, c'était aussi ça montrait quand même que il est très fatigué et ça fait quand même mauvais genre. Alors la contestation à l'égard de Joe Biden, en fait, elle a été de plus en plus grande depuis ce débat, que ce soit des grands donateurs, différents représentants du parti, quand même assez à bas bruit, mais la musique se faisait de plus en plus entendre. Et on vous mettra sur nos réseaux un article très intéressant de Philippe Corbet, qui est l'ancien représentant à New York c'était qui déjà Philippe Corbet, c'était d'une radio de RTL. Oui. Et en fait, il explique que Nancy Pelosi, vous savez, donc l'ancienne présidente de la Chambre des représentants démocrates, elle avait commencé à tisser une toile d'araignée pour forcer Joe Biden à renoncer en poussant des grands donateurs à arrêter de donner,
et puis progressivement avoir un certain nombre d'élus du Congrès qui publiquement appellent Joe Biden à mettre sa fin de campagne. En réalité, il semblerait qu'elle avait donné 3 semaines à Joe Biden pour annoncer son retrait. Donc, en gros, de le laisser faire, manière douce, et elle était prête à passer à la manière forte. L'article ne dit pas ce qu'aurait été la manière forte, mais en tout cas, Joe Biden a annoncé finalement à la grande surprise de tout le monde, puisqu'il n'avait visiblement pas consulté son staff, qui a découvert dans son communiqué qui a été publié dimanche le fait que Joe Biden se retirait. Alors il faut savoir que Joe Biden, il a le Covid depuis plusieurs jours. Et donc, ça a été cette lettre qui a été publiée sur les réseaux. Et puis, dans cette lettre, simplement, il dit qu'il assurera ses fonctions de président jusqu'à la fin de son mandat et qu'il se retire. Il ne dit rien pour soutenir, on dit en anglais endorse, Kamala Harris ou un autre candidat. Mais dans un tweet qui a été publié quelques minutes après, il confirme qu'il donne tout son soutien à Kamala Harris, ce qui a provoqué un espèce de grand soupir de soulagement côté démocrate, parce que, d'abord, le premier débat avait montré que Joe Biden, il faisait pas le poids par rapport à Trump en termes d'âge, mais surtout, il continuait quand même à être très fatigué et à faire des grosses gaffes. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que potentiellement il lui arrive quelque chose d'ici la fin de la campagne. Et plus on arrive tard dans le processus, plus en fait ça devient impossible de changer de candidat. Et donc voilà, ça c'était assez compliqué, sachant que la convention démocrate, elle est prévue en août. Et donc, voilà, même un changement, il y avait beaucoup d'observateurs ou de responsables politiques qui disaient, même changer en juillet le nom du candidat à l'issue, pour la primaire démocrate, alors qu'il y a eu tout un processus par lequel Joe Biden a été progressivement élu, c'est pas très démocratique, d'une part, et puis c'est très compliqué. Bon, finalement, cette décision, elle a fait que Kamala Harris tout d'un coup se retrouve dans la lumière et sa campagne démarre finalement immédiatement et de manière, elle décolle vraiment littéralement, puisqu'elle a réussi à lever 85 millions de dollars en 24 heures auprès de particuliers, ce qui est le record de levée de fonds en 24 heures. Et il y a aussi des grands donateurs qui ont donné de l'argent, en plus des particuliers. Il y a vraiment un engouement autour de sa candidature, et il va falloir maintenant qu'elle décide quel vice-président elle va choisir, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un ticket. Donc, visiblement, les processus de vetting, c'est-à-dire d'analyse des candidats pour voir s'il n'y a pas des loups qui sont cachés, sont en cours. Coucou le RN. C'est une femme noire, et donc les grands observateurs sont assez unanimes pour dire que très probablement elle choisira un homme blanc, pour un peu contrebalancer. Hétéro, du Midwest. Voilà. Parce qu'on peut rajouter au moins 2 cases supplémentaires qui seront cochées. Et donc maintenant, formellement, elle doit être, sa candidature doit être endossée par la convention démocrate qui aura lieu en août. Aujourd'hui a été annoncé le fait par Kamala Harris, ou hier soir, le fait qu'elle avait déjà la majorité des voix, des représentants ont annoncé qu'ils soutenaient sa campagne, sa candidature. En parallèle, Joe Biden, il a toujours le Covid et on ne l'a pas vu à la télévision. Et donc les rumeurs les plus folles sur son état de santé réel continuent à voir le jour. Certains disent qu'il est en phase terminale et que il serait prêt à mourir. Ce qui fait que si c'était le cas, Kamala Harris devrait non seulement être la candidate démocrate, mais en même temps assurer la présidence jusqu'en janvier. Voilà. Mais on verra. Joe Biden avait annoncé qu'il s'exprimerait dans la semaine, donc on verra si c'est le cas, ou non. Et dernier point, Donald Trump, lui, il n'est pas très content parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour faire une campagne contre Joe Biden, et maintenant il doit se tourner. Néanmoins, ses équipes de campagne et puis les fonds qui le soutiennent avaient déjà quand même préparé des spots de campagne contre Kamala Harris, puisqu'ils se doutaient que ça risquait peut-être d'arriver.
Et par conséquent, eh bien, le soir même de l'annonce de la candidature, il y avait déjà des spots de campagne contre Kamala Harris qui ont été diffusés. Alors comment est-ce qu'on sait que Donald Trump n'était pas content ? Il a écrit message sur son réseau social Social Truth. Et ça, on sait que quand il n'est pas content, c'est ce qu'il fait. Il se met sur son téléphone et il tweet. En majuscule. Merci Max, waouh, on n'est pas rendu. Ouais, on va prendre un peu de repos nous aussi parce qu'il va falloir digérer tout ça. Il y a de la matière et effectivement, si on continue notre podcast à la rentrée, on sait qu'il y aura de la matière. Je crois qu'on a déjà quand même... On va faire un podcast un peu plus long aujourd'hui. On va faire un podcast un peu plus long aujourd'hui pour notre dernier. Allez, c'est le dernier. Bear with us, restez avec nous, c'est le dernier. On vous aime. Une petite brève peut-être Max sur laquelle on reviendra également après l'été. Oui, voilà, on ne pouvait pas ne pas faire un épisode le 23 juillet pour simplement vous dire que Ursula von der Leyen, qui avait été nommée comme candidate pour la présidence de la Commission, elle a reçu un assentiment assez large puisqu'elle a eu 41 voix au-dessus du seuil de majorité du Parlement européen pour être reconduite à la tête de la Commission européenne. Donc elle est maintenant ce qu'on appelle une présidente élue de la Commission européenne. Elle doit désormais former son collège, c'est-à-dire les commissaires de son collège. Vous pouvez éventuellement lire les différents éléments de sa politique, de son discours de politique, d'orientation politique. On vous en fera après la rentrée une exégèse, mais simplement voilà pour vous dire ça et on reviendra là-dessus. Maintenant c'est en septembre-octobre qu'auront lieu les auditions des commissaires et donc on verra comment ça se passe et on vous en reparlera le cas échéant après l'été. Merci Max. Dernier sujet qui va nous permettre de faire une transition en douceur sur la rubrique Vie de couple. On va vous parler des Jeux olympiques puisqu'on est à 3 jours de la cérémonie d'ouverture. Alors, la pression monte. La pression monte, comme vous le savez, depuis la désignation de Paris en 2016 comme ville hôte des Jeux olympiques de 2024. D'ailleurs, il y a un très chouette reportage qui est passé hier soir sur France 2 à ce sujet pour expliquer un peu toute la bataille de Paris depuis 30-40 ans pour obtenir ces Jeux et surtout la bataille de finale contre Los Angeles pour réussir à se répartir les Olympiades de 2024 et 2028 où on apprend que tout n'était pas aussi joué qu'on le pensait, que le rôle des maires, notamment Anne Hidalgo, a été important et qu'aujourd'hui, il y a de désigner ville haute olympique, même s'il y a de moins en moins de villes qui candidatent, ça n'est pas forcément une sinécure. Et ça, c'était le deuxième documentaire, mais le premier documentaire, c'était sur les coulisses de la préparation des Jeux, avec notamment tout le parcours. En fait, le troisième d'ailleurs du volet. Voilà, tout le parcours de la flamme olympique et la préparation des installations. Vraiment, on vous invite à aller le voir en replay parce que c'est un très très chouette, deux très très chouettes documentaires. Donc on sait que les Français sont des champions olympiques dans une discipline, c'est celle de rallye. Ils ont beaucoup râlé contre ces Jeux olympiques. En tout cas, on a beaucoup eu de retours de gens qui râlaient contre ces Jeux olympiques. On va pas se mentir, le fait que la moitié de Paris soit aujourd'hui mise sous cage le temps de la cérémonie d'ouverture, alors ce sera retiré dès samedi, toutes les barrières seront retirées dès samedi, mais c'est vrai que ça ne simplifie pas forcément les choses. Il y a eu plein de mini-polémiques aussi sur cette cérémonie d'ouverture, sur les bouquinistes, Bref, tout ça pour dire que on va quand même vers des jeux qui vont être esthétiquement très beaux. On va aller vers une cérémonie d'ouverture où devrait être assez chouette. C'est exceptionnel. C'est la première fois que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'a pas lieu dans un stade. Des Jeux Olympiques d'été, en tout cas, c'est une grande première, puisque pour l'hiver, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 avait eu lieu dans l'anneau de vitesse de Grenoble et non pas dans un stade. Dommage, le Stade des Alpes n'existait pas à l'époque. Enfin bref, pour revenir à nos moutons... Alors quels seront les grands performeurs, Guillaume ? Parce qu'il y a quand même des petites rumeurs aussi folles. Alors, on nous parle quand même d'une certaine Céline. Céline, qu'on n'a pas vue sur les planches depuis un sacré moment. Et il y a eu un avion qui a volé de Las Vegas au Bourget, qui pourrait confirmer cette hypothèse, mais ceci n'est pas encore
naturellement confirmée. Et puis une autre hypothèse, c'est celle de Stefani Germanotta. Ça vous dit rien ? Lady Gaga. Voilà, c'est ça. Lady Gaga qui est elle aussi arrivée à Paris. Spotée à Paris. Alors est-ce qu'elle vient regarder les jeux ou est-ce qu'elle vient contribuer à la cérémonie encore des rumeurs. Dans les deux cas, voilà, ce serait pas Aya Nakamura, mais bon, voilà, ce serait quand même d'une cérémonie d'ouverture assez inédite en termes de tête d'affiche. Et alors, il y a eu une grande polémique sur le fait que Paris était vide, parce que vous vous souvenez, voilà, les transports en commun, toutes les contraintes, donc tout le monde, les Parisiens ont fui Paris. On a retrouvé un article sur les JO de Londres qui globalement disait la même chose de Londres. Alors c'est vrai que, eh bien, il y a moins de touristes parce que les gens qui venaient habituellement visiter Paris, eh bien, n'ont pas fait le choix de venir visiter Paris parce qu'ils savaient que ça allait être contraignant et tout ça. Les prix des billets étaient aussi chers. Ça les porte prix un des nom, logements sont chers. Ça s'appelle l'effet d'éviction. Il y a des travaux d'économistes depuis 40 ans, notamment dans le sport, qui expliquent ce concept d'effet d'éviction où les villes touristiques ne connaissent pas un boom touristique pendant un événement sportif d'importance majeure, comme tu le dis Max, parce que justement, il y a toute cette inquiétude, cette anxiété en amont. Et puis, dans le même temps, cette recherche de la part de ceux qui peuvent en tirer profit, d'un peu trop en tirer profit, qui a tendance à justement rendre les choses beaucoup plus compliquées. Alors, on voit ça chez les hôteliers, on voit ça chez les cafés, c'est encore un peu tôt, mais voilà, il y a une vraie, avec notamment la fermeture autour de la Seine. On voit ça aussi chez Air France, qui se plaint d'avoir 30% de réservations en moins pour ces périodes-là. Donc voilà, il y a tout cet effet-là. On s'attend toujours, on se dit que ça va drainer des millions de personnes, mais en fait, à un moment donné, les stades, ils ont une certaine capacité, et toutes les enceintes sportives ont une capacité, et donc les gens qui viennent pour les JO, ils viennent parce qu'ils sont pour la plupart des billets. Il y aura un certain nombre de touristes aussi, entre nous, pas les plus malins du tiroir, mais quoique, vous me direz que ce sera peut-être très calme du coup. Ouais, du coup, ce sera peut-être très calme. Alors, ça sera sans doute très compliqué de circuler dans Paris. Et puis, par exemple, pour aller à Versailles, où il y a des épreuves olympiques, ça sera aussi certainement compliqué d'aller visiter Versailles. Mais néanmoins, on peut se rassurer parce que, eh bien, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que après les Jeux de Londres en 2012, eh bien, en 2013, le volume de touristes à Londres avait explosé parce que forcément, quand on met sous les projecteurs, eh bien, une ville pendant tous les Jeux, eh bien, ça donne aussi des envies de venir visiter la ville. Donc on peut espérer un boom. C'est des retombées de long terme. Il y a des retombées immédiates et il y a des retombées de long terme. Après, il faut aussi préciser que Paris est l'une des Olympiades qui a le plus respecté son budget, paradoxalement, puisqu'on râle beaucoup. J'ai pas les chiffres, mais promis, je vous les mettrai sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, pour que vous les ayez. Mais on est dans un budget qui a été très raisonnable. On a été dans un grand nombre d'installations. On vous rassure, il a quand même un peu explosé. Temporaire, mais il a un peu explosé, mais de façon beaucoup plus raisonnable que, par exemple, Pékin, Londres, oh là, oui, tout à fait. Les Olympiades passées, quoi. Donc ils ont utilisé des infrastructures existantes, ce qui est quand même une vraie chose. Ils ont utilisé des lits en carton qui sont suffisamment solides. On nous l'a démontré puisque les athlètes commencent maintenant à faire des vidéos. C'est pas la première fois, c'était déjà à Tokyo qu'ils ont utilisé ces lits en carton. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'ils ont utilisé beaucoup d'entreprises sociales et solidaires. Visiblement, ça a été pas mal fait. Et donc ça se passait plutôt bien. On est plutôt à l'heure sur les travaux, bon, sauf sur certaines infrastructures de métro où on est un peu en retard. Charles de Gaulle Express notamment. C'est aussi l'occasion pour nous de vous dire que nous aurons la joie de participer, non pas en tant que sportif, faut pas déconner, mais d'assister en tout cas à ces Jeux olympiques et paralympiques, parce qu'on ne faut pas oublier les Jeux paralympiques. Mais oui, mec, c'est ça que ça fait quand on finit la tasse de thé, il n'y a plus que l'amertume au fond. J'arrête pas de le dire. Désolé pour vous les auditeurs, vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Mais donc effectivement, il vient de finir sa tasse de thé et de faire la tronche. Normal. Nous avons la chance d'aller voir la finale du hand féminin à Lille. Alors nous, on a été clever
puisqu'on habite Bruxelles. Malin, les on a lapins. on a pris des billets pour Lille, et donc ça, ce sera la fin de nos vacances. Et puis surtout, nous avons pris des billets pour les Jeux paralympiques. On va aller voir le rugby fauteuil et l'athlétisme paralympique en septembre à Paris. Et ça va être super chouette. Et on vous encourage à aller tout de suite regarder s'il reste des places, parce que c'est beaucoup moins cher que pour les Jeux olympiques. Et c'est quand même super d'aller supporter. Les JO paralympiques, c'est vraiment absolument génial. Et par ailleurs, pour les Jeux Olympiques, j'ai découvert hier que pas mal de gens découvrent que sur le site de revente, effectivement, de billets officiels, il y a pas mal de billets qui existent et qui sont à prendre, y compris à des tarifs tout à fait raisonnables pour certaines compétitions. Donc si jamais vous êtes sur la région parisienne, que vous n'avez pas peur de prendre les transports en commun, je pense que ça va bien se passer objectivement, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces sites. En tout cas, nous, on sera très contents de pouvoir participer un peu à ces 2 sessions de Jojo olympique et Jojo paralympique. Et voilà. Et sinon, cette année, à nouveau, on fait un petit tour de France, puisque nous allons voir, ou nous avons vu déjà la montagne, on est allé dans le Vercors, on voit la mer, mais on verra aussi le centre, comme d'habitude. Dans l'Aveyron, on va aller visiter quelques pierres anciennes dans l'Aveyron, et donc profiter aussi des bons petits produits. Voilà, on en profite pour cette année faire un petit tour en France, en profitant des beaux paysages français. Absolument, oui, c'est un peu notre périple habituel. Tant qu'il y a des beaux paysages et de quoi manger, nous, on est là. Et boire, mais avec modération. Avec modération uniquement. Voilà. Et puis c'est aussi l'occasion, d'ailleurs, speaking of manger, de dire quel est notre invité, notre guest star des vacances. Oh là là, et oui, la machine à pizza, elle prend aussi les vacances. On a décidé cette année de relever un challenge pizzaiolo, enfin surtout moi. Et donc, toujours dit que c'était ton truc, la pizza. De se balader avec le four à pizza, parce qu'il y avait des gens qui voulaient en profiter, essayer le four à pizza. Voilà, donc on a commencé quand même par faire des pizzas pour... Combien de personnes ? Des pizzas pour... Oui, on était 12. 12. Enfin, on a fait 10 pizzas, t'as fait 10 pizzas. On a fait 10 pizzas en un soir. Et c'est sportif quand même, hein. Tu m'étonnes. Mais c'était bon. Tu m'étonnes. Voilà, donc on continue. Et c'est quand même assez sympa de faire des pizzas pour pas mal de monde, même si ça demande un petit peu de... D'ailleurs, si vous avez des idées de recettes de pizza, n'hésitez pas à les transférer. Alors attention, de garniture de pizza, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je précise juste que le premier qui envoie une garniture avec de l'ananas, je coupe les ponts. Je ne veux plus entendre parler de vous. Oh là là. Voilà. Moi j'aime bien l'ananas, mais bon. Maquet. Bon, donc voilà, si vous venez nous voir à Bruxelles, on pourra faire des pizzas maison. On vous en a parlé plusieurs fois. Et alors, le deuxième challenge, c'est qu'on remet ça en voiture électrique, comme d'habitude. Et donc, cette année, on prévoit de faire plus de 4000 km. Ne nous dites pas que c'est impossible de faire des kilomètres en voiture électrique, parce que c'est possible. Absolument, on va être pas loin de... Oui, tu l'as dit, 4000 bornes quand même, avec la voiture, sans doute à la fin. On est fatigué déjà d'avance. On est déjà fatigué d'avance. On aime bien faire des allers-retours. Le nord, le sud, le nord, le sud. Le sud, l'est, l'ouest. Mais c'est une voiture qui apporte un certain confort. Et puis, encore une fois, on défend aussi la possibilité de s'arrêter un peu plus longtemps pour faire des pauses, pour recharger. Et qu'en même temps, ça apporte de nouvelles opportunités, n'est-ce pas ? Bon, pas à 22 heures de soir, évidemment. Mais juste pour vous donner un petit exemple, pour descendre à Lyon, on a fait 2 arrêts de 35 minutes depuis Bruxelles. Donc, c'était quand même assez faisable. On en a profité pour déjeuner et faire un petit peu de déverrouillage de jambes. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 22e épisode de la saison 5 et notre dernier épisode. Waouh, encore une bonne saison qu'on a fait là. Ouh là là. On est épuisé, trop d'actualité. Et trop d'actualité pour nous aussi. Voilà, c'est un petit podcast marathon pour une saison marathon. Et donc on vous remercie. Si vous êtes arrivé jusqu'à cet épisode, bravo et merci.
On est toujours très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, si vous y trouvez des infos intéressantes ou si ça vous fait plaisir de nous écouter, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur votre plateforme préférée, une note 5 étoiles, c'est encore mieux, ou eh bien à partager cet épisode sur vos réseaux. Et voilà, et on vous retrouve éventuellement à la rentrée. Eh ben, on vous retrouvera peut-être à la rentrée. On va prendre le temps des vacances comme tous les ans pour réfléchir à ce podcast et à son futur. En tout cas, si on vous retrouve à la rentrée, on ne manquera pas de choses à vous dire tant sur nous que sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Passez, je l'espère, un bel été. Prenez du temps pour vous. Soyez égoïste et pour vous et soyez partageur avec les autres aussi, si vous le voulez et si vous le pouvez. Portez-vous bien, comme je le disais. Plein de gros bisous. Et à très vite pour de nouvelles tranches. Reposez!